À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Tous les paramètres bord sont normaux. La trajectoire est nominale. Ça y est, Ariane 5 s'est envolée, elle s'est bien envolée, elle a dépassé la couche de nuages et 1300 tonnes de poussée propulsent notre lanceur qui a déjà dépassé Mach 1 car le lanceur dépasse la vitesse du son en 40 secondes seulement. Et oui, ça va très très vite. En 1 minute, Ariane 5 dépasse déjà les 12 km d'altitude. En 2 minutes, on est à plus de 50 km et en 3 minutes, on aura atteint les 100 km. Alors 100 km, c'est la limite symbolique de l'atmosphère puisqu'au-delà, on considère que c'est le vide spatial qui commence. Cette poussée fulgurante que l'on voit avec cette traînée de poudre, eh bien c'est les EAP, les étages à poudre, qui en assurent pour 90% la puissance de ce lanceur. Ces étages à poudre sont réalisés en Guyane française dans les usines de Régulus et de Repropulsion. Oui, et ces EAP mesurent 31 mètres de haut. Ils consomment, tenez-vous bien Pierre, 2 tonnes de poudre par seconde, c'est-à-dire qu'en 2 minutes environ, on a consommé les 240 tonnes de poudre qui étaient embarquées. Alors à ce moment, il faudra bien sûr s'en séparer. Ah oui, ce sont des chiffres impressionnants et on arrive à suivre, hein, c'est un vol de jour, ça c'est formidable. On arrive à suivre notre lanceur assez longtemps avec les caméras de notre réalisateur et les équipes de Guyane Première. Là, vraiment, c'est très, très belles images. On ne sait pas combien de temps on va pouvoir la suivre encore, mais enfin, en tout cas, ça continue. Tant mieux. Bientôt, la poudre des EAP, le propergol solide, va être épuisée. Le lanceur va se délester de la masse à vide de ces deux boosters, 36 tonnes chacun, et on va peut-être pouvoir suivre cela à l'écran sur un bleu, alors magnifique, un bleu azur, hein, là. Un bleu azur où on espère effectivement voir cette séparation des EAP. Alors vous savez Pierre que pour éviter que les EAP viennent buter contre l'étage principal, on a 8 fusées d'éloignement qui permettent d'éloigner les boosters du corps central. Eh bien voilà, je crois que c'est fait puisqu'on voit les 3 points dans le ciel. Donc au milieu, c'est Ariane 5 qui continue et de chaque côté, eh bien, ce sont les 2 boosters qui retombent avec encore un petit peu de combustion résiduelle. Hein, ils sont encore allumés, mais on s'en est séparé comme on le voit sur ces images de caméra embarquées. Le lanceur faisait 773 kilos, et bien maintenant on a perdu 600 kilos. Il n'en fait plus que 173. Non, j'ai dit des kilos, ce sont des tonnes. Ce sont des tonnes, effectivement. Le lanceur est un peu plus lourd. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être le largage de la coiffe. Effectivement, en début de vol, cette coiffe protégeait les satellites de la pollution, des vibrations acoustiques et de l'échauffement dû à l'atmosphère. Mais au-delà de 100 km, on vous l'a dit, plus de frottement, on est quasiment dans le vide, plus de risque pour nos satellites. On va pouvoir se débarrasser de la coiffe qui, en principe, doit être larguée vers 107 km d'altitude. Voilà, on va peut-être même, avec un peu de chance, l'apercevoir sur cette belle image. Donc la coiffe, elle va se séparer en deux, sous l'action d'un cordeau pyrotechnique, et les 2 demi-coiffes vont retomber dans le vide. Alors comme elles sont très légères, on le voit là sur l'image de la caméra embarquée, elles battent un peu comme des ailes, et c'est ce qu'on appelle chez nous la respiration de la coiffe. On vient de perdre, Pierre, 2,4 tonnes. Mais que signifie lancer un satellite ? Comment parvient-on à le conduire en orbite ? Quel chemin suit-on ? Qui pilote la fusée ? Le lanceur est un transporteur de l'espace qui accompagne un satellite d'un point A sur Terre à un point B sur son orbite. Pour y parvenir, il y a certaines règles à respecter. Les lois de l'espace, les forces en présence, l'attraction terrestre, le vide spatial sont autant de contraintes à assimiler avant de mettre en place une mission. Avant toute autre chose, il s'agit de déterminer le chemin optimal à suivre par le lanceur afin de mettre en orbite la plus lourde masse possible. Cela permettra au satellite soit d'emporter davantage d'ergols, de carburant, pour augmenter sa durée de vie en orbite, soit d'embarquer davantage d'instruments. Pour élaborer ce chemin, cette trajectoire idéale, chaque détail compte. Tout d'abord, la base.
Située à Kourou, en Guyane, la base de lancement d'Ariane permet, grâce à sa proximité de l'équateur, de profiter de la rotation de la Terre et donc d'une vitesse additionnelle de 1500 km/h. Sortir de l'atmosphère demande beaucoup d'efforts aérodynamiques aux structures et le risque de les endommager est maximal. Le lanceur monte donc vers l'espace. Sorti de l'atmosphère, il est comme libéré. En arrivant sur une première orbite elliptique, le lanceur largue son satellite. Ce dernier entame alors sa propre trajectoire. Une petite impulsion de ses moteurs lui permet de rejoindre son objectif final. Lorsque le lanceur entre en piste, prêt à filer vers les étoiles, le temps semble suspendu. Ressurgissent alors toutes les contraintes avec lesquelles les ingénieurs et les techniciens ont dû jongler pour que la fusée soit propulsée sans encombre et sans filet. Cet exercice de haute voltige est tout d'abord contraint par un phénomène physique simple, l'attraction terrestre. Comment la dompter ? Envoyer plus de 750 tonnes dans le ciel n'est effectivement pas une mince affaire. D'autant plus que pour avancer sur Terre, rien n'est plus simple. Nous nous appuyons sur le sol. Dans le ciel, l'oiseau brasse de l'air. Mais comment se déplacer dans le vide de l'espace lorsque nous n'avons plus aucun appui ? Voici un tour qui n'a rien de magique, mais qui est parfaitement rodé. Imaginez un ballon, gonflez-le, puis lorsqu'il est bien plein, lâchez-le. Que fait-il ? Il s'envole. Le gaz s'en échappe très vivement, poussant la baudruche dans l'autre sens grâce au phénomène d'action-réaction. Le principe est le même pour le canon qui tire un boulet. Il recule. Moins les frottements avec le sol et l'air sont importants, plus la réaction est spectaculaire. Ainsi, pour se propulser dans l'espace, les lanceurs éjectent des gaz avec une grande énergie, un débit élevé, rapidement et à de très hautes températures afin d'intensifier encore le phénomène. Mais qu'utilisez-vous exactement comme carburant ? Alors, nous ne parlons pas de carburant, mais d'ergol. Il y a l'oxydant, qui remplace l'oxygène de l'air, puisqu'on doit fonctionner même dans le vide, et le carburant proprement dit. En fait, il y a différents types d'ergols. Les solides, où l'oxydant et le carburant sont sous forme solide, mélangés, et ils forment une sorte de gomme que l'on fait brûler. Pour faire varier la poussée, on réalise des géométries de blocs différentes, en étoiles, des canaux. Plus la surface qui brûle est grande, et plus le débit sera grand. La propulsion à propergol solide est souvent utilisée dans les boosters, car elle nous permet de générer des forts débits, donc des fortes poussées. L'inconvénient, c'est qu'une fois allumée, on ne peut plus l'arrêter. Et puis, il y a les ergols liquides. Ils sont de deux types. Ceux qui sont liquides à 20 degrés, et on parle alors d'ergols stockables, et ceux qui sont liquides à très très basse température, moins 250 degrés. On parle alors d'ergols cryogéniques. Ce sont des gaz à température ambiante, comme l'oxygène ou l'hydrogène, que l'on refroidit pour qu'ils occupent moins de place. Ils deviennent alors liquides. C'est aujourd'hui la technologie de propulsion fusée la plus performante, mais aussi la plus compliquée. Merci Nathalie Girard. Au final, propulser un lanceur relève de l'extrême. 750 tonnes à faire décoller et mouvoir dans le vide spatial. 130 secondes pour brûler 237 tonnes de poudre dans chaque propulseur. Un moteur Vulcain dont la puissance équivaut à une centrale atomique. Le tout avec des gaz d'échappement portés à 3500 degrés, la même température qu'une petite étoile.